Nous avons parlé de la naissance des étoiles, la vie et la mort des étoiles type solaire, la vie et la mort des étoiles massives. On vient d'aborder les étoiles à neutrons. On finit maintenant par les trous noirs. Et là, vous voyez sur cette image de fond l'environnement d'un trou noir avec la matière tout autour. Le cimetière des étoiles, donc avec des objets quasiment les plus énigmatiques, les trous noirs. Eh bien, ce sont des étoiles les plus massives, beaucoup plus massives que le Soleil, qui vont former des trous noirs avec des masses qui sont à partir de 5 masses solaires jusqu'à, ça peut atteindre même une centaine de masses solaires. Même les neutrons compactés, on a vu qu'ils stoppaient les étoiles à neutrons, là ils peuvent plus supporter le poids des étoiles très massives et donc ça s'effondre totalement. Rien n'arrête l'effondrement, vous formez un trou noir. C'est comme si, pour faire un trou noir avec le Soleil, ce qui est impossible, vous preniez la masse du Soleil, et vous, qui est donc 1 million de fois plus massif que la Terre, et vous la compactez dans une sphère qui fait 3 km. Petite sphère. Pour la Terre, si vous voulez l'équivalent avec la Terre, c'est comme s'il fallait compacter toute la Terre dans une sphère qui fait typiquement 1 cm. Donc vraiment tout petit. Alors là, si on prenait si on mettait la masse répartie dans le trou noir, ça veut dire que sa masse volumique serait de 10 milliards de kg par mètre cube. Donc la cuillère à café pèserait 10 milliards de tonnes, c'est-à-dire 10 fois plus que le neutron. Mais finalement, on ne peut pas raisonner comme ça parce que la masse n'est pas répartie uniformément. On pense qu'elle est probablement plutôt au cœur de ce trou noir. Donc on pourrait dire que la masse volumique, est infinie au cœur du trou noir. Alors un petit historique rapide, un petit historique des trous noirs stellaires. Tout d'abord, les trous noirs stellaires datent de très longtemps. En fait, à la fin du XVIIIe siècle, John Michell et indépendamment le marquis Pierre-Simon de Laplace avaient imaginé des astres occlus, dans le cadre de la physique newtonienne, des objets pour lesquels la vitesse de libération serait supérieure à la vitesse de la lumière. On savait déjà à l'époque que la vitesse de la lumière était finie, donc ils imaginaient des objets très grands. Pour aussi, ils ne connaissaient pas les densités nucléaires, ils imaginaient des objets très grands et qu'il faille une vitesse plus grande que la lumière pour s'échapper de ces objets-là. Et donc, comme ça ne pouvait pas exister, on a appelé ça des objets, des astres occlus, puisqu'ils ne pouvaient pas communiquer avec l'extérieur. Tout serait resté à l'intérieur de cet objet. Alors, c'est intéressant de voir que le marquis Pierre-Simon de Laplace en a parlé dans les 2 premières éditions de son ouvrage principal. Il a omis dans son 3e ouvrage parce qu'il a bien vu que ça n'intéressait pas grand monde. Pourtant, c'est revenu sur le devant de la scène avec une prédiction par Karl Schwarzschild en 1915 qui parlait alors de singularité de la relativité générale, c'est-à-dire qu'en certains points, la masse pouvait devenir infinie. Et c'est surtout revenu dans des calculs un peu plus complexes, et donc c'est revenu sur le devant de la scène en 1967, parce que c'est à une époque où à la fois les soviétiques et les américains faisaient beaucoup de calculs dessus. Dans un cadre différent, les soviétiques, eux, parlaient d'étoiles gelées, et les Américains parlaient d'étoiles effondrées. Étoiles effondrées parce qu'on a compris, une étoile, lorsqu'elle est en fin de vie, elle va s'effondrer sur elle-même et elle va former un trou noir. Mais les soviétiques, eux, prenaient le point de vue de l'extérieur. L'extérieur, l'étoile va s'effondrer, et puis à un moment donné, en fait, l'étoile se fige. Et vous ne voyez pas ce qui se passe après. Parce que la matière passe par ce qu'on appelle l'horizon des événements, dont on va reparler, et à partir de cet horizon-là, les photons ne peuvent plus partir. Donc elles restent gelées. Donc c'est intéressant de voir que les soviétiques prenaient le point de vue extérieur, les Américains le point de vue intérieur. Étoile gelée, étoile effondrée. Et John Archibald Wheeler a fusionné ces 2 appellations, en appelant ça des trous noirs. Ce qui, personnellement, je ne trouve pas que ce soit la meilleure appellation, puisque ce ne sont pas des trous, vu que la matière ne part pas nulle part, elle reste à l'intérieur. Et ils ne sont pas noirs non plus, puisque, a priori, ils émettent aussi un rayonnement. Les trous noirs sont les objets les plus simples de l'univers. Bon, quoique, c'est-à-dire que les calculs sont compliqués. Les objets sont simples parce qu'ils sont définis uniquement par 3 paramètres. Leur masse m, leur rotation a, ou le spin, et une charge électrique q. Et en fait, la charge est toujours nulle, ce qui fait qu'ils sont définis par 2 paramètres. Trouvez-moi un autre objet dans l'univers défini par seulement 2 paramètres. Seul le trou noir est défini aussi simplement. La caractéristique, c'est que m sur r est telle que la vitesse de libération est supérieure à c, c'est-à-dire que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Donc, rien ne s'en échappe. Et le rayon de Schwarzschild est défini de telle façon
que la vitesse de libération C est égale à 2gm sur R racine carrée, soit R égale 2gm sur C2, et ça, c'est ce qu'on appelle justement l'horizon des événements. À partir de cet horizon-là, rien ne s'échappe, même pas la lumière. Et il y a un théorème très sérieux qui dit qu'un black hole has no hair, un trou noir n'a pas de cheveux, on n'a pas de poils. Ce que ça veut dire en fait, c'est que justement, c'est le passage de l'étoile qui a plein de caractéristiques différentes au niveau de la température, couleur, etc., à un trou noir qui, lui, n'a que 2 caractéristiques. Et bien, pour évacuer toutes ces caractéristiques-là, il y a un phénomène entre l'étoile et le trou noir qui est qu'il faut évacuer tout ça par une émission d'ondes gravitationnelles. Et c'est comme si, au lieu d'avoir, nous on a des cheveux qui nous permettent de nous distinguer, on a des visages différents, un trou noir lui n'a pas de cheveux. C'est comme si tout le monde était chauve avec le même crâne. Le théorème est bien sûr beaucoup plus complexe que ce que je viens d'expliquer, mais en gros ça revient à ça. Déformation de l'espace-temps. En relativité générale, l'espace-temps est à 4 dimensions, la matière courbe l'espace. Si on prend une analogie, on va prendre un espace à 2 dimensions avec une feuille de papier plate qui va être déformée par un poids. C'est comme si vous prenez un drap à 2 personnes, deux personnes de chaque côté du drap. Si vous tendez bien le drap et qu'il n'y a rien dessus, eh bien ça va être tout plat. Par contre, vous mettez, je ne sais pas, une balle de ping-pong, ça va être un petit peu déformé comme si c'était la Terre. Vous mettez une balle de tennis, ça déforme encore plus comme si c'était le Soleil. Une balle de pétanque, ça déforme encore plus, c'est comme si vous aviez une naine blanche. Une balle de bowling, ça déforme carrément, c'est comme si c'était un neutron. Et si la balle est tellement grosse qu'elle déchire le drap, ça forme le trou noir. Ce que ça veut dire, c'est que ici, les rayons lumineux vont aller en ligne droite, et plus vous mettez une balle lourde, plus les rayons lumineux vont devoir suivre une géodésique qui, elle, n'est plus droite. D'accord ? Les rayons lumineux suivent la trajectoire, en gros, la plus courte, mais c'est plus une droite. Et pour le trou noir, c'est extrême, puisque les rayons lumineux, ils tombent là, et ils ne reviendront plus jamais. Alors, c'est assez drôle de se balader autour d'un trou noir. Là, par exemple, si vous tournez autour, vous voyez que ça, c'est une simulation qui vous montre un champ d'étoiles, et vous voyez que ça donne une situation bizarre, où on a des étoiles qui partent par là, et d'autres qui partent par là, puisque, en fait, tous les rayons lumineux sont déviés par la présence du trou noir. Là, c'est pareil, sauf qu'on survole un trou noir, et donc vous voyez l'espace qui nous paraît très très inhabituel. Pareil, si vous mettez un trou noir devant la Voie lactée avec le grand et le petit de Magellan, voilà ce que vous voyez, une distorsion, un peu comme ce qu'on appelle une antigravitationnelle. Ça, c'est un trou noir avec une masse supérieure à 3 masses solaires dans 10 km, donc avec une déformation très grande où on va voir en fait des étoiles qui vont se retrouver à différents endroits et qui peuvent être les mêmes étoiles. On va revoir un petit peu ce phénomène-là tout à l'heure. Voilà, ça c'est la première simulation par Jean-Pierre Luminet en 1979. Et ça c'est une simulation que vous connaissez peut-être pour Gargantua, qui a été faite, dirigée et supervisée par Kip Thorne en 2015 pour le film Interstellar. Et vous voyez donc les simulations ont progressé évidemment. Et en fait, ce qu'on voit, surtout ce qui est intéressant, c'est cette forme un peu en cloche qu'on va retrouver, qui est la forme caractéristique, parce qu'en fait, ce qu'on voit là, c'est le devant de la matière qui est autour du trou noir, et ce qu'on voit derrière, c'est le disque qu'il y a derrière, et qu'on voit comme ça, en fait. Donc là, vous voyez le devant, et là, vous voyez le derrière. En fait, vous voyez tout le disque, alors que cette partie-là est derrière le trou noir. Vous la voyez quand même, parce que les rayons lumineux sont déviés par la présence du trou noir. Alors ça, c'est une autre simulation où vous voyez donc ce disque-là, où en fait, vous voyez l'arrière qui est remonté. Vous voyez toujours le devant et le derrière du disque, tout le temps. Alors, si on ne peut pas les voir, comment sait-on que les trous noirs existent? En effet, les trous noirs tout seuls n'émettent rien. Ils sont petits, ils mesurent que quelques kilomètres, ils sont tout noirs. Comment on fait pour les voir? Eh bien, les trous noirs tout seuls sont invisibles. C'est d'ailleurs une différence fondamentale entre un trou noir invisible et une étoile de neutrons qui, elle, va être visible. Mais s'ils sont à côté d'une étoile, alors l'étoile va être happée par le trou noir, la matière de l'étoile. D'ailleurs, c'est pareil pour l'étoile à neutrons. Donc là, il y a une émission de matière, parce que lorsque le trou noir étoile à neutrons va attirer la matière d'un nuage interstellaire ou d'une étoile, eh bien, il va y avoir de l'émission.
Et cette émission, on l'observe depuis les années 60, on parle alors de binaire X, puisque la matière de l'étoile est tapée par le trou noir, forme un disque d'accrétion, des jets. On a une émission de rayons X, de rayons gamma, phénomène d'accrétion et d'éjection, ce qui a d'ailleurs donné le prix Nobel de physique à Riccardo Giacconi en 2002. Là, vous avez une petite animation qui vous montre une étoile, un trou noir, une étoile à neutrons, un disque d'accrétion, la matière qui va de l'étoile vers l'objet compact. Et vous voyez, en fait, il y a une émission de rayons X dans le disque d'accrétion ici. Et plus on s'approche du trou noir, plus il fait chaud, c'est du frottement visqueux, et on chauffe à des températures de plusieurs millions de degrés. Et l'un des premiers trous noirs détectés, enfin le premier trou noir détecté en 1965, c'est Sinus X1. Là, vous voyez une supergéante bleue qui fournit de la matière via un disque d'accrétion à un trou noir. C'est un trou noir assez massif, quasiment 10 l'ordre de 10 masses solaires. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est la complexité de cet objet-là, puisque vous avez l'étoile, vous avez la matière, le disque d'accrétion, le trou noir, et vous avez aussi des jets qui partent perpendiculairement au trou noir. Donc on a plusieurs cas comme ça. Donc là vous avez de nouveau, ça c'est vu d'artiste, l'étoile, le disque d'accrétion léger, on a plein de cas comme ça. Là je vous en montre quelques-uns. Donc ça c'est des trous noirs, vous voyez, des tailles différentes, avec des tout petits trous noirs et une grosse étoile, ou alors des trous noirs avec un énorme disque d'accrétion et des étoiles plus petites. Donc on a plein de cas comme ça, différents dans notre galaxie. On en connaît aujourd'hui à peu près 400 binaires de ce type-là, avec soit des étoiles à neutrons, soit des trous noirs. Donc là, tout à l'heure, c'était des étoiles à neutrons, des trous noirs, pardon, maintenant je vous montre des étoiles à neutrons. Là, vous avez la surface de l'étoile à neutrons, et là, ça vous montre un peu la complexité de ce qui se passe autour. Ça, c'est l'étoile qui est à côté, et entre les deux, vous avez la matière qui part de l'étoile. Là, vous avez ensuite un flot d'accrétion avec des jets jusqu'à atteindre la surface de l'étoile à neutrons. Donc ça devient assez complexe. Alors on a même des naines blanches. Donc le Soleil deviendra naine blanche. On a même des naines blanches en couple. Donc là, le Soleil, lui, sera tout seul, parce qu'il est tout seul, donc il va rester tout seul. Et là, vous avez une étoile compagnon, un disque d'accrétion, une naine blanche, et un disque d'accrétion, la matière qui va vers le disque d'accrétion autour de la naine blanche. Là, donc, il y a une rotation, et là, le pôle magnétique. C'est ce qu'on appelle une variable cataclysmique. Et je vais vous montrer une petite animation où vous allez voir cette fois-ci une supergéante à côté d'une étoile à neutrons. Et là, ce qu'on voit, c'est donc la supergéante bleue. C'est une étoile qui fait 20 fois la taille du Soleil, avec 30 fois la masse du Soleil, qui éjecte beaucoup de matière tout autour. Donc ça fait une sorte de cocon de poussière autour. Et autour de cette étoile, en orbite, il y a une étoile à neutrons. Alors, comme elle éjecte beaucoup de poussière, on la voit qu'en infrarouge. Ça fait une sorte de cocon qui la cache un petit peu de l'extérieur, mais on arrive à la percer en infrarouge. Et en fait, en orbite autour de cette étoile, vous avez une étoile à neutrons qui est, elle, beaucoup plus petite. Vous la voyez arriver là. Elle est beaucoup plus petite, elle ne fait que 10 km et elle ne pèse que 1,4 masse solaire dans cette animation. Et évidemment, la matière du cocon tombe sur cette étoile à neutrons et fait qu'elle éjecte des rayons X, enfin, elle émet des rayons X. Là, c'est le cas où elle est sur une orbite circulaire avec une accrétion permanente, donc une émission persistante de rayons X. Et là, le cas où elle est sur une orbite excentrique et elle émet des rayons X seulement quand elle est proche de l'étoile supergéante. Voilà. Alors, ces systèmes binaires, restons un petit peu encore avec eux, ils évoluent. Là, vous voyez, en fait, là, vous avez deux étoiles qui naissent l'une à côté de l'autre. Celle-là évolue, donc elle passe de la matière à celle-là. À un moment donné, celle-là rentre dans l'enveloppe de l'étoile la plus massive. L'étoile la plus massive s'effondre en supernova. Ici, ça, c'est devenu un trou noir ou une étoile de neutrons. Elle capte la matière de l'étoile ici. Et ensuite, vous avez une étoile à neutrons avec une naine blanche. Dans un cas où les deux étoiles sont massives, celle-là évolue, donne de la matière à celle-là. Celle-là qui est très massive s'effondre en étoile à neutrons. L'étoile ici est encore présente.
Ensuite, donc, vous avez une accrétion, où là, c'est le vent de cette étoile-là qui va être accrété par l'étoile à neutrons. L'étoile à neutrons rentre dans l'étoile ici qui a grossi parce qu'elle a évolué, et vous avez à la fin 2 étoiles à neutrons. Donc là, on a 2 étoiles massives à l'origine. Ensuite, à la fin, ces 2 étoiles à neutrons vont se tourner autour et perdre de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles. Alors ça, c'est le cas des étoiles à neutrons, c'est le cas de trous noirs, et à un moment donné, elles vont fusionner. Et la fusion, elle, va être détectée par des télescopes d'observatoires tels que LIGO, Virgo, par exemple. Là, vous avez les masses solaires avec quelques événements. Donc ça, c'est des trous noirs qui ont été vus par des études électromagnétiques, donc des études juste en connaissant, on localise avec des rayons X des trous noirs en binaire, et puis après on étudie leur rayonnement en spectroscopie, et là on a des trous noirs qui vont de 5 à 15 masses solaires, typiquement. Alors que LIGO, Virgo, a détecté des trous noirs beaucoup plus massifs, avec des trous noirs initiaux qui font 30-35 masses solaires, et qui, en fusionnant, donnent des trous noirs qui font 60 masses solaires. Et ça, c'était une grosse découverte, parce que, d'abord, on détectait les ondes gravitationnelles, mais en plus, on se rend compte qu'il y avait des gros trous noirs qui existent, que dans notre galaxie, on n'a jamais vu. Donc ça veut dire que peut-être qu'on ne peut pas les former dans notre galaxie, qu'on les forme ailleurs, et probablement que ça dépend de la métallicité, c'est-à-dire, vous vous rappelez, des éléments atomiques plus lourds que l'hélium, qui se trouvent dans les étoiles, qui vont donner naissance à ces trous noirs. Ou alors, c'est d'autres chemins de formation de trous noirs. Alors ça, c'est un schéma qui vous montre la même chose que tout à l'heure, avec les trous noirs électromagnétiques en violet, et les trous noirs détectés par LIGO Virgo en bleu, et là, on ajoute aussi des étoiles à neutrons. Et vous voyez toutes les études électromagnétiques en jaune, et là en orange, vous voyez 2 étoiles à neutrons vues par LIGO Virgo, et qui ont donné naissance à, ça c'est la kilonova vue en 2017, donné naissance à un objet dont on ne connaît pas la nature, on imagine que c'est plutôt un trou noir, et bien plus massif, donc à de l'ordre de 2,8 masses solaires. Je finis en fait avec ces objets-là qui sont des hypernovas. On pense que c'est des très grosses étoiles, probablement plusieurs centaines de fois la masse du Soleil, qui s'effondrent sur elles-mêmes aux confins de l'univers et qui peuvent donner naissance à ces jets qui vont entrer en collision avec le milieu interstellaire. Donc on le voit, il y a vraiment beaucoup d'objets différents dans l'évolution stellaire, des objets intéressants, assez fascinants. Juste pour finir sur les trous noirs, ce sont des objets qui sont, on trouve partout. Là, je vais parler des trous noirs stellaires, mais on a aussi des trous noirs dits supermassifs, trous noirs stellaires. Donc, on a vu, nous, on observe entre 5 et 60 masses solaires. Les trous noirs supermassifs, on voit qu'ils font 4 millions de fois la masse du Soleil, comme celui qui est au centre de notre galaxie, jusqu'à plusieurs dizaines de milliards de masses solaires. Après, on a des théories qui sont plus spéculatives, comme l'évaporation des trous noirs par Stephen Hawking, ainsi que la théorie des trous de verre et des fontaines blanches. L'évaporation des trous noirs, c'est par effet tunnel, le trou noir va perdre un peu de sa matière par rayonnement, et donc pourrait perdre de la masse. Les théories de trous de verre, fontaine blanche, trou de verre, c'est que vous pourriez entrer dans le trou noir, sortir autre part, donc en passant d'un trou noir via un trou de verre, ressortir par une fontaine blanche. Ces deux théories n'ont pas été observées, donc n'ont pas été vérifiées. Tout cours se termine par une bonne petite bibliographie. Donc là, vous en avez une assez brève, mais qui est bien pour ce sujet-là. Je vous conseille Trou noir et distorsion du temps de Kip Thorne, Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, un livre en anglais qui est très très bien, Stellar Evolution, Évolution stellaire à Cambridge, University Press, Astronomie et astrophysique chez Agnès Acker, et là c'est un peu plus vulgarisation, Les enfants d'Uranie par Henry Schatzman. Je vous remercie de votre attention et bonne révision.